Mesdames, Messieurs, chers collègues, Messieurs les modérateurs, donc c'est un sujet difficile parce que obligatoirement c'est un sujet qui est biaisé par la réalité. Personne va avoir un malade comme ça et on va le regarder aux urgences, savoir s'il va évoluer ou non vers le choc septique. On fait tous des choses, mais néanmoins c'est un sujet sur lequel il est intéressant de réfléchir parce que c'est quand même un sujet primordial pour savoir pourquoi on aura besoin de savoir prédire un choc septique. C'est quand même le choc septique, c'est quand même chose qui arrive très vite parfois. On sait que les premières heures sont primordiales. Donc si on arrive à voir tout de suite ou avant ou même à le prédire, c'est quand même bien. Pour trier les malades aux urgences, c'est bien. Les mettre dans des études pour éviter d'avoir un choc septique, si on est capable de voir ça. Donc tout ça est important. Qu'est-ce qu'on a pour essayer de comprendre comment va se développer un choc septique? Alors bien sûr, au départ, c'est la clinique. Vous savez, la définition du choc septique a changé en mars. Et dans la définition du choc septique maintenant, obligatoirement, il y a un lactate supérieur à 2. Ça veut dire que vous êtes passé au-delà de vos capacités d'adaptation et vous êtes passé dans un système anaérobie et vous faites du lactate. Donc c'est important de comprendre cette notion de réserve physiologique parce qu'on va chercher des patients qui n'ont pas cette réserve physiologique. Donc on pense obligatoirement à l'âge et vous voyez que pour le même stress, la même agression par un pneumocoque par exemple, qui va donner une augmentation de vos besoins, eh bien si vous passez au-dessus de votre réserve physiologique à 70 ans alors qu'à 30 ans vous pouvez, on comprend que vous soyez plus facilement en choc septique à 70 qu'à 30. Mais ce n'est pas uniquement l'âge, c'est obligatoirement toutes les comorbidités peuvent faire comme ça. L'insuffisance cardiaque, plus vous êtes insuffisant cardiaque, plus vous allez avoir des problèmes pour compenser. Et quand on regarde la littérature sur ce sujet, il y a cette étude là, qui a été faite aux urgences, 580 malades qui n'avaient pas du tout de sévère sepsis. Ils étaient non-sévère sepsis. Ils ont regardé toutes ces catégories, vous voyez, pas simplement comment ils étaient, l'hémoglobine, etc., mais aussi toutes les comorbidités, les organes, les défaillances à l'arrivée, bien sûr en dehors de celles qui étaient hémodynamiques, et même le lactate. Et on n'est pas très étonné sur cette première étude de voir que quand vous arrivez aux urgences, au triage, quand les personnes ont une albumine qui est basse, c'est-à-dire que globalement ils ont plusieurs maladies, c'est plutôt un signe d'inflammation chronique, les cancers par exemple, ou quand ils ont une basse pression diastolique, ben vous avez un risque important d'aller en choc septique. Choc septique, c'est quand même assez souvent, vous voyez, quand vous prenez ces malades qui n'ont vraiment aucune évidence de sepsis, vous avez 18% des malades qui vont développer un choc septique. Quasiment 1 sur 5 de patients qui ont un sévère sepsis aux urgences, qui sont stables, vont devenir hémodynamiquement instables. Et quand on fait ça en multivarié, on n'est pas étonné de voir l'âge, on n'est pas étonné de voir les maladies chroniques pulmonaires, on n'est pas étonné de voir les gens qui ont des infections endovasculaires. On est plus étonné de voir que les femmes sont plus à risque, parce que ce n'est pas ce qui sort dans les études de choc septique. Et la température, bon, ça on n'est pas non plus très étonné. Et la troisième étude que je vais vous montrer, qui est une étude quand même, cette fois-ci, on a 1300 malades aux urgences. Et là, ils ont regardé quelle était la probabilité de faire un choc septique 4 à 48 heures après l'arrivée aux urgences. Donc ils ont suivi ces 1000 malades. Vous voyez qu'il y a 10% en gros qui vont faire un choc septique. Et on retrouve exactement pareil que les femmes sont un facteur de risque, avec un odds ratio qui n'est pas négligeable. La personne qui est arrivée, qui a fait un épisode d'hypotension que personne n'a vraiment regardé, en disant oh, ça va, on lui a passé 500, c'est reparti, bah non, cela. Le lactate, bien sûr, supérieur à 4, mais c'était des études avant la nouvelle définition, et les gens qui ont des maladies chroniques. Donc connaître l'histoire de la maladie est quelque chose qui est vraiment très important. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui vont nous permettre de faire ça? Eh bien malheureusement, comme d'habitude, on est assez déçus sur les biomarqueurs. Il y a peut-être un biomarqueur qui est intéressant, qui arrive, mais vous voyez que
les barres se recoupent, c'est l'adrénoméduline, qui est quand même un marqueur de défaillance vasculaire. Et la pro-ADM est aussi probablement quelque chose qui est intéressant. Là, je crois que de ce côté-là, il y a pas mal d'études en cours et ça serait intéressant. Mais c'est pareil, quand on regarde ces études, il y a un biais énorme, c'est que ont été mesurés les biomarqueurs que chez les gens qui étaient suspects de pouvoir développer un choc. Vous voyez, toutes ces études sont biaisées dès le départ. Et puis, il y a un marqueur qui sort dans ce papier de Critical Care qui est sorti il n'y a pas longtemps, où ils ont fait un score, Intensive Care Infection Score, pour regarder le risque d'infection. Alors pour le risque d'infection, c'était plutôt pas mal, mais pour le risque de choc septique, vous voyez que leur score n'est pas terrible. En tout cas, il est moins bien que la PCT. Et on sait que les hauts niveaux de procalcitonine sont associés à un risque plus important de mortalité. Et on sait que chez les malades en choc septique, il y a un niveau plus élevé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que le niveau élevé au départ va vous conduire à un risque supérieur de choc septique. Et ça, on le voit à peu près dans ce papier, vous voyez, qui est paru aussi dans Chest cette année, où on voit que le niveau de procalcitonine de vos malades quand ils arrivent peut être un prédicteur de passage en choc septique. Le niveau, le problème dans cette étude, c'est que c'est supérieur à 5. Et on est vraiment sur une marge de malades très très faible. Quand on prend toutes les études sur la procalcitonine, il n'y a pas beaucoup de malades qui sont avec une procalcitonine supérieure à 5, voire supérieure à 10. Vous voyez, quand on a des procalcitonines qui sont là, c'est vraiment assez faible. Et on a vraiment un plateau, mais qui reste faible. Vous voyez, le risque est quand même celui qu'on voit. Hein, il y a 20% de patients qui passent en choc septique, donc c'est quand même pas si mal que ça. Mais néanmoins, ça reste un peu décevant, même si, à ces niveaux de procalcitonine, on arrive à avoir des prédictions qui sont bien meilleures. Donc globalement, pour l'instant, l'histoire de la maladie, les biomarqueurs, c'est pas terrible. Où est-ce qu'on va? Bien, je pense que probablement, ce qu'on va voir arriver dans les années à venir, alors bien sûr, on a 10 ans de retard, voire 15 ans de retard, et peut-être qu'on aura encore plus de retard par rapport aux Américains, c'est l'utilisation de l'informatique aux urgences et dans les services, avec en particulier les dossiers électroniques, ces patients qui sont reliés à l'informatique, à un dossier médical unique. On connaît tous d'eux. Au moment où ils rentrent dans l'hôpital, ils ont un identifiant unique qui a été donné lors de leur naissance et on va le voir arriver comme ça tout le temps. Et dans ce dossier unique, on a tout. Est-ce que ça peut permettre de comprendre et d'avoir plus de prédictions sur les malades qui vont faire un choc septique? Alors là, c'était une étude qui était plutôt sur le sepsis, mais il y a une partie sur le choc septique, où vous voyez, ils utilisent ce genre de dossier et on est dans le domaine des big data. À partir de maintenant, vous allez avoir des chiffres qui sont plus 500 malades, mais qui sont 10 000, 15 000, et sur le dernier papier que je vais vous montrer, des millions de malades. Et là, vous voyez, avec 70 000 malades qui ont 9 procédures chirurgicales majeures pour un cancer, ils ont regardé ceux qui faisaient un sepsis et un choc septique. Donc on voit que principalement, c'est des malades vous voyez, qui vont faire un sepsis avant de quitter l'hôpital, mais quand même, il y en a une partie qui le font après l'hôpital. Ça, c'est intéressant parce que ces malades sont exclus des études précédentes. Et donc, ils arrivent à faire un score composite qui est pas si mal que ça, mais bon, qui est pas terrible. Ce qui est intéressant dans ce score composite, c'est qu'on retrouve une certaine logique. On retrouve les comorbidités. On retrouve le temps opératoire qui est particulièrement long. On retrouve les prédictions par les anesthésistes qui vont les endormir. Et puis vous voyez que le poids de la chirurgie n'est pas le même. Vous n'allez pas faire un sepsis de la même façon si vous avez une néphrectomie, une œsophagectomie. Donc ils arrivent à faire un score comme ça. Et globalement, on voit que pour le choc septique,
Eh bien, les patients qui ont un score supérieur à 17, on arrive quand même à prédire de façon relativement pas mal, quand même 40% de prédiction sur un malade avant son intervention, ou en tout cas juste après, quand on a le temps opératoire, on arrive à savoir le risque de ce malade à développer un choc septique. Et quand on voit qu'il y a 20% des malades qui vont faire un sepsis, voire un choc après la sortie de l'hôpital, ça peut être intéressant. Là, on part sur la grande base. Là, il doit y avoir maintenant une vingtaine de papiers sur cette base MIMIC, qui est une base de plusieurs réanimations à Boston. Donc là, ils ont gardé des patients qui ont 13 000 malades qui étaient infectés, et ceux qui étaient en choc et ceux qui n'étaient pas en choc. Ils ont pris 54 points, et ce qui est intéressant dans ce score qu'ils ont créé, c'est que le score est implémenté automatiquement par les nouvelles données que vous mettez dedans. Donc votre malade, il arrive, il a un score, et puis 3 heures après, il a fait une chute de tension, hop, il va prendre un point de plus de score, et donc votre score apparaît à l'écran tout le temps. Ils ont réussi à rendre un système intelligent. C'est quand même assez fun. Vous voyez, donc ils prennent tous ces paramètres. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Quand votre malade est relié, c'est des choses qui sont assez simples. Quand vous êtes relié au laboratoire, dès que vous faites une NUM, elle revient. Vous avez tous ces trucs qui sont implémentés automatiquement. Et ils arrivent à avoir un score qui est vraiment pas si mal que ça, qui est un score aux alentours de 83%. Une ROC curve, une R sous la courbe qui est à 83%. Donc c'est vraiment plutôt pas si mal que ça. En tout cas, c'est mieux que tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Mais surtout, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ça, c'est qu'ils ont mis leur système intelligent relié au pager du malade, du médecin de garde. Et le médecin va avoir le score qui va s'implémenter. Quand il arrive au-dessus d'un niveau qu'ils ont déterminé comme prédisant le choc à 85%, il reçoit un premier signal. Il vous dit, le patient de la chambre 2, hop, il est passé en risque de développer un choc septique. Là, vous faites ce que vous voulez, vous ne faites rien. Et puis, vous avez un deuxième critère qu'ils ont mis beaucoup plus haut. Et voyez, ça, c'est le jour où le malade fait le choc septique. C'est l'heure à laquelle il fait choc septique, c'est la barre rouge. Là, c'est le moment où le médecin s'est vraiment occupé du malade. Mais c'était trop tard. C'est-à-dire que quand vous utilisez ce score, quand vous avez l'alerte qui arrive sur votre truc, vous êtes capable de sélectionner le malade qui, attention, il ne va pas bien. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire vous-même parce que vous n'intégrez pas l'ensemble des paramètres qui sont donnés comme ça. Toujours en utilisant cette base, 60 000 malades, ils ont sélectionné les malades pour choc septique et le risque d'alcool. Parce que vous savez que l'alcool est un vrai problème. Les malades sont avec les cirrhotiques ont plutôt 9 de tension que 14. C'est pas facile, ils sont inflammatoires de base. C'est pas facile de savoir ces malades-là. Et en plus, ils sont à haut risque de choc septique avec une mortalité très importante. Donc ils ont fait la même chose sur 270 séjours. Ils ont étudié soit une fois, 2 fois ou 3 fois les différents points que vous avez là, qui sont des choses, ma foi, complètement simples. Hein. C'est des mesures que vous avez au lit du malade. Et ils ont été capables de faire leur score qui s'appelle Insight. Et vous voyez la sensibilité, la spécificité de ce score, c'est juste incroyable. De prédiction du choc septique. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que, bien sûr, au moment où le choc septique arrive, ce n'est pas très compliqué, mais ça, c'est dans les minutes qui arrivent, le score est complètement incroyable. Mais même 4 heures avant, par rapport à tous les autres critères que vous avez, 4 heures avant que les malades soient en choc, ces malades très particuliers, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très fort. Et là où je crois vraiment, donc ça c'est l'air sous la courbe, vous voyez, qui bien sûr augmente plus vous approchez du choc, mais qui est quand même valable à 4 heures avant l'arrivée du choc. Et la chose qui me paraît, moi, le plus passionnant, parce que ça intègre tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, les paramètres d'histoire de la maladie, etc., c'est ces histoires de trajectoire de maladie, trajectoire de diagnostic qui sont faits par les Danois et les Suédois, parce qu'ils ont tout dans leur base de données, et donc ils ont 6 millions de patients. Ils sont capables de mettre la mortalité du choc septique dans 231 diagnostics. Ils font des trajectoires, et les trajectoires, ça donne ça.
C'est-à-dire que là, vous avez le choc septique, et pour arriver à un choc septique, eh bien, vous avez plusieurs choses, et la mortalité, elle est reliée à la grosseur du trait. Vous voyez, le cancer de l'œsophage, il est là. Par une vision complètement différente, ils ont pu obtenir des choses comme ça, et il sort l'abus d'alcool, l'alcoolisme et le choc, et pas du tout la même chose selon votre histoire de la maladie. C'est-à-dire que les gens vont se construire durant toute leur vie. On croit, nous, faire une prédiction juste parce qu'ils rentrent à l'hôpital, mais ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à voir si les gens font un choc septique, c'est quand on aura les datas de toute leur vie, parce que ces critères, et là, ils sont capables sur 6 millions de malades, c'est-à-dire quasiment tout le Danemark, de pouvoir donner un critère assez fantastique de prédiction du choc. Voilà, donc je suis arrivé au bout de mon temps. On sait que le choc septique, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et c'est extrêmement naïf de penser qu'avec 3 paramètres, on va réussir à le voir. La plupart de ces études sont biaisées parce que, obligatoirement, les malades sont réanimés. Le côté temporel est vraiment quelque chose d'indispensable. Je crois vraiment que l'informatique va nous apporter dans un domaine où on n'est pas capable d'aller aujourd'hui. Et il reste encore à voir si tout ça va changer notre attitude. Merci.